Bonjour à tous et bienvenue. On va attendre 2 petites minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Si vous avez des difficultés particulières pour avoir accès à ce webinaire ou si vous nous entendez mal, n'hésitez pas à vous adresser à nos modératrices Camille et Nedra de Webikeo qui vous aideront. Donc vous avez le chat pour ça, hein. Elles vous dépanneront si nécessaire. Voilà, je vous propose peut-être de démarrer. Je vois qu'on attend encore des participants. On va peut-être pouvoir démarrer tout doucement, notamment en introduisant un peu ce séminaire. Donc, bienvenue à tous et merci d'avoir pris le temps d'assister à notre webinaire autour du sujet comment faire de vos managers les principaux acteurs de votre culture client. Ce webinaire est un peu spécifique puisque c'est un webinaire à 2 voix, Orange et Acemis. Je vous présente Maxime Dunègre qui a eu la gentillesse de m'accompagner sur ce webinaire et qui va vous partager le témoignage d'Orange sur cette transformation managériale. Maxime, je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci Nathalie. Ravi d'être avec vous ce matin pour apporter ce témoignage d'une fabuleuse aventure que l'on a vécue au sein d'Orange. Et je sais que certains d'entre vous sont là aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui se sont engagés pleinement dans cette démarche, que je vais vous détailler tout à l'heure. Merci pour tout, en espérant que ça puisse aussi vous apporter un éclairage sur le sujet ô combien important du management. Ce webinaire va être décomposé en 2 grandes parties. Je vais passer quelques minutes, un petit peu plus de quelques minutes, à introduire le sujet et à poser un certain nombre de convictions que nous nous sommes faites, Orange et Acemis, au cours de cette aventure, sur les caractéristiques finalement d'un management qui facilite et qui appuie le développement d'une culture client. Et puis je laisserai la parole à Maxime qui vous apportera un témoignage très concret sur l'aventure qui a été vécue chez Orange autour de cette transformation. Vous aurez bien entendu un temps à la fin du webinaire pour poser l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles arrivent dans le fil de discussion et nous consacrerons un temps à la fin du webinaire pour y répondre. Alors, en guise d'introduction, les entreprises, finalement, on constate aujourd'hui que les entreprises qui ont décidé de faire reposer leur développement économique sur l'expérience client qu'elles génèrent sont de plus en plus nombreuses. La preuve en est, depuis 5 ans, le nombre d'entreprises qui ont le mot client dans leur plan stratégique a triplé. Donc, ça prouve bien qu'effectivement, le client est de plus en plus au cœur du développement des entreprises. Et ces entreprises qui ont décidé de mettre le client finalement au cœur de leur stratégie travaillent principalement sur 3 grands axes. Le premier, c'est délivrer une expérience extrêmement simple pour le client, plus facile, qui suscite moins d'efforts. Le deuxième axe de travail, c'est la création de valeur ajoutée en travaillant sur l'utilité, l'apport de conseils, l'apport et le plaisir. Et le troisième axe de travail, c'est créer une relation plus proche, créatrice de liens, plus connivente avec les clients. Voilà. Et au cœur de
de la capacité des entreprises à relever ces défis, à développer cette expérience client différenciante, il y a un point commun, c'est la culture client. Ces entreprises qui ont réussi à relever ces défis-là sont celles qui ont réussi à développer la culture client. Et la culture client, c'est quoi? C'est finalement la capacité de chausser les lunettes du client dans tout ce que fait l'entreprise. Penser client dans toutes ces activités, qu'est-ce que ça change? Je vous propose de faire un petit zoom sur quelques exemples. Le premier exemple, voilà, penser client quand on conçoit des offres. Ça change la manière dont on pense, dont on conçoit nos produits et nos services. À gauche, par exemple, vous avez un exemple d'une offre de parking qui est pensée avec des lunettes d'un chef de produit. Vous avez une offre de parking normale où on va proposer finalement au client une offre qui va lui permettre de se garer dans Paris. À droite, vous avez une offre qui est pensée avec les lunettes du client. On ne conçoit pas simplement une offre qui permet au client de se garer, mais on va concevoir une offre qui permet au client d'aller là où il doit se rendre de manière fluide jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'au dernier mètre même, et sans se mouiller s'il pleut, puisqu'on lui propose des vélos et des parapluies pour faire son dernier kilomètre. Voilà, c'est ça ce que ça change, chausser les lunettes du client quand on conçoit des offres. Autre petit exemple, qu'est-ce que ça change quand on conçoit des processus? Eh bien, à gauche, vous voyez un processus de retour qui est pensé avec les lunettes d'un responsable de processus. Là, en l'occurrence, il s'agit de retour de ski que vous avez commandé sur Internet. Pour retourner une paire de skis que vous avez commandée sur Internet et que vous ne souhaitez pas, vous avez 7 jours déjà pour vous décider. Il vous faut remplir un bon de retour qui est assez complexe, dans lequel vous devez notamment reporter votre numéro de facture, votre numéro de client, etc. Donc, vous allez devoir les retrouver. Vous devez réemballer les skis dans l'emballage d'origine. Si vous ne l'avez plus, c'est dommage pour vous. Et vous devez aller à la poste pour ramener vos skis et pour qu'ils soient retournés à l'entreprise. Voilà, ça, c'est notre manière habituelle et entreprise-centrique de concevoir un process. Vous avez le même process de retour, mais pensé avec les lunettes du client à droite. Undies, pour simplifier les retours clients, a pensé à un process de retour qui permet finalement de faire de la maison du client, de l'appartement du client, sa cabine d'essayage. Donc, l'idée, c'est de simplifier le retour au maximum. Et pour simplifier le retour, finalement, l'entreprise a pensé avec Colissimo un process très simple qui permet au client, simplement, s'il veut retourner des habits qu'il a achetés chez Undies, d'aller scanner un QR code, d'éditer une étiquette retour, de le coller sur le paquet dans lequel il emballe ses vêtements. Il les pose dans sa propre boîte aux lettres et le facteur récupère le colis pour le retourner. Voilà, c'est ça, penser un processus, chausser les lunettes du client quand on pense un processus. On le voit bien, quand on parle de culture client, donc d'aptitude à chausser les lunettes du client, on a tendance à penser naturellement aux frontline, aux personnes qui sont en interaction directe avec le client, et on se dit qu'elles sont les premières concernées. Alors certes, elles sont très concernées parce qu'effectivement, notre culture client et notre aptitude à chausser les lunettes du client va impacter la manière dont nous nous comportons avec chacun des clients quand nous sommes en relation avec eux. Mais pas seulement. Là, on le voit bien, finalement, cette capacité à chausser les lunettes du client, elle concerne également les personnes dont les activités vont contribuer à générer de l'expérience client, c'est-à-dire potentiellement l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Elle concerne également les personnes qui sont au service des personnes qui génèrent de la valeur pour le client. Voilà. Et du coup, en termes d'expérience client et en termes de culture client, les questions qui se posent, c'est pas simplement comment nous nous comportons avec nos clients quand nous sommes en relation avec eux, mais aussi quelle est la place du client dans nos décisions financières, quelle est la place du client dans la manière dont nous menons nos projets. Un projet SI, par exemple, ou un projet CRM, dans le cadre duquel on injecte des éléments d'expression de besoins qui sont orientés clients, il ne sera pas mené du tout de la même façon qu'un projet CRM qui est mené exclusivement avec le prisme IT SI.
Voilà. Et puis ensuite, on peut le décliner sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Quelle est la place du client dans le recrutement, etc., dans la gestion des ressources humaines. Chausser les lunettes du client, c'est donc l'affaire non pas uniquement des frontlines, mais de l'ensemble de l'entreprise. Et pour arriver à développer finalement cette culture client dans l'ensemble de l'entreprise, il va falloir transformer en profondeur nos manières de fonctionner et nos manières de penser. Pour opérer cette transformation, il est nécessaire d'avoir une approche systémique. Il est très difficile de transformer les comportements, de transformer en profondeur les comportements et les modes de fonctionnement si on ne crée pas un environnement qui est propice à cette transformation. Et au premier plan de cet environnement, il y a qui? Il y a le manager, parce que c'est la première personne qui est en contact avec les salariés au quotidien. Et finalement, si on résume l'enjeu du développement de la culture client en 2 points en matière de management, on pourrait dire que finalement, ça se résume à 2 questions. Mon management au quotidien crée-t-il un environnement qui est propice au développement du pensée client? Autrement dit, est-ce que par mon management au quotidien, j'incite mes collaborateurs à se poser la question, mais finalement, quel est l'impact de ce que je suis en train de faire sur l'expérience qu'au final va vivre le client? Et puis le deuxième point, et la deuxième question que les managers peuvent se poser, c'est est-ce que mon management au quotidien crée un environnement qui donne les moyens d'agir client? Autrement dit, à partir du moment où je me suis dit, tiens, si j'agis de cette manière-là, je risque de dégrader l'expérience client, donc je vais plutôt agir d'une autre manière. Est-ce que moi, collaborateur, je me sens autorisé finalement à agir autrement, à sortir un tout petit peu des processus, à aménager un tout petit peu mon action au bénéfice du client? Donc vraiment 2 sujets. Comment finalement développer le pensée client au sein des équipes? Comment amener chaque collaborateur à se poser la question quand il fait quelque chose? Par exemple, quand je mets un produit dans un carton pour l'envoyer au client, qu'est-ce qui m'incite à me questionner sur, mais au fait, si je choisis ce carton-là, quelle va être l'expérience du client? Est-ce que ce carton rentre dans sa boîte aux lettres ou est-ce que ça va l'obliger à se déplacer, par exemple? Est-ce que ce carton est suffisamment léger ou est-ce que ou est-ce qu'il va avoir du mal à le monter chez lui? Est-ce que l'emballage est le juste nécessaire ou est-ce qu'il va se retrouver avec des monceaux de plastique et de polystyrène dont il ne saura pas quoi faire? Voilà, c'est bien ça, hein, développer le pensée client. Et créer donc des espaces de liberté qui vont permettre aux collaborateurs, une fois qu'ils auront pensé client et une fois qu'ils se seront dit, tiens, il faudrait peut-être que j'agisse un petit peu autrement pour générer une expérience client de qualité, leur donner les moyens d'adapter leur action. Voilà. Ce type de management, en fait, ça challenge énormément la manière dont les managements se comportent avec leurs collaborateurs, la manière dont ils vont pratiquer leur management au quotidien. Et globalement, en filigrane de tout ça, il y a un vrai sujet de cohérence managériale. Ça pose la question finalement des messages explicites et des messages implicites que je passe à mon équipe autour notamment du client et de l'autorisation qu'a chacun de tester de nouvelles choses et de faire de nouvelles choses et d'adapter son action. Très concrètement, qu'est-ce que ça change en matière de management et quelles sont les caractéristiques d'un management propice à la culture client? Notre aventure avec Orange depuis quelques années nous a finalement amené à 4 grandes convictions sur ce qui caractérise un management propice à la culture client. La première caractéristique de ce management, c'est qu'il met le client au cœur de la vie de l'équipe. Là, on a un vrai sujet de cohérence managériale. Quand on demande à des managers si ils passent à leur équipe le message que le client est important, souvent les managers répondent mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai terminé ma réunion d'équipe aujourd'hui en disant et n'oubliez pas, le client c'est important. Et quand on les questionne sur mais
au fait qu'est-ce que vous avez fait pendant cette réunion d'équipe et quel pourcentage de la réunion d'équipe a été consacré au client. Là, on a un grand blanc et on a, en règle générale, la réponse, c'est les 5 dernières minutes, parce que tout le reste, ça a été consacré aux chiffres et c'est normal. Il faut aussi qu'on travaille, par exemple, les performances en matière de vente. Voilà. Du coup, on a un vrai manque d'alignement ici entre les messages explicites, le client c'est important, et le message implicite que l'on passe à travers l'équilibre et la place que l'on donne au client dans cette réunion. Donc la première question finalement que peuvent se poser les managers qui veulent mettre le client au cœur de la vie d'équipe, c'est quelle part des échanges de l'équipe aujourd'hui sont consacrés au client. Si ce manager ne consacre que 5 minutes de temps en temps au client, même s'il dit que c'est très important, les collaborateurs, les équipes retiendront une chose, c'est que le client, ça vaut 5 minutes dans une réunion d'équipe qui dure 1 heure. Autre question que peuvent se poser les managers pour voir s'ils mettent bien le client au cœur de la vie des équipes, c'est aujourd'hui, quelle est la place du client dans les indicateurs de l'équipe? Est-ce qu'aujourd'hui, le focus de l'équipe est exclusivement performance économique ou est-ce qu'on équilibre la performance économique et la performance client? Est-ce que quand je parle des indicateurs de performance à mon équipe, je parle aussi du NPS? Troisième question que les managers peuvent se poser pour voir s'ils mettent le client au cœur de la vie d'équipe, c'est les clients finalement, quelle représentation ma manière d'évoquer les clients donne finalement du client aux équipes. Est-ce que je développe en parlant des KPIs clients et en parlant de la performance client, est-ce que je développe une représentation d'un client humain, d'un client pluriel, de 2 clients pluriels, ou est-ce que je donne plutôt la vision d'un client qui se résume à une note? Est-ce que la finalité finalement de mon équipe, c'est d'améliorer la note ou c'est vraiment de satisfaire le client? Dans certaines équipes, les managers vont considérer qu'ils mettent le client au cœur de la vie d'équipe parce qu'ils parlent beaucoup de NPS. Le NPS, c'est une chose, mais le client ne se résume pas à un NPS. Donc, il y a d'autres manières, finalement, de mettre le client au cœur de la vie d'équipe et d'organiser. Il y a des manières d'organiser, finalement, des échanges autour du client qui permettent de créer une représentation beaucoup plus humaine qu'en mettant uniquement le NPS au cœur des échanges. Par exemple, en utilisant des verbatims. C'est notamment l'un des axes qu'a choisi d'explorer Orange. Donner aux managers la possibilité d'exploiter les verbatims de leurs clients pour comprendre ce que leurs clients apprécient, n'apprécient pas dans la vie de l'équipe. Et organiser des discussions autour de sujets comme mais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement pour améliorer la perception qu'ont les clients de leurs relations qu'ils ont avec nous. Voilà, ça c'est le troisième axe et le troisième levier dont disposent les managers pour mettre le client au cœur de la vie de l'équipe. Et enfin, une question qui est déterminante si l'on souhaite mettre le client au cœur de la vie de l'équipe, c'est au nom de quoi sont prises les décisions de l'équipe. Aujourd'hui, quand on prend une décision au sein de l'équipe, quand on prend la décision d'arrêter une manière de faire, quand on prend une décision de changer nos manières de faire, quand on définit les objectifs, etc., est-ce que les décisions sont prises exclusivement au nom des performances économiques, des performances de vente, etc. Ou est-ce qu'elles sont également prises au nom de l'amélioration de l'expérience client? Donc, donner du sens aux décisions qui sont prises au sein de l'équipe en expliquant l'impact que l'on attend en matière d'expérience client, ça aussi, ça va contribuer à mettre le client au cœur de la vie d'équipe. Voilà, ça c'est le premier défi qu'ont à relever les managers qui souhaitent développer la culture client. Le second, c'est la libération de l'initiative. Comment créer un management qui crée les conditions de la libération de l'initiative? Aujourd'hui, beaucoup d'équipes parlent beaucoup du client, mais ne font pas le pas suivant, c'est-à-dire le pas d'aller tester de nouvelles choses au service du client, de nouvelles manières de faire au service du client.
On a tendance dans nos entreprises qui sont quand même relativement cadrées avec des processus qui sont parfois un petit peu lourds, à être centrés beaucoup sur ce qu'il faut faire et à appliquer les processus plutôt que d'aller se centrer sur ce que l'on souhaite faire au client et de se dire, tiens, comment je pourrais faire les choses un petit peu autrement. Donc, les 3 questions finalement qui se posent en matière de management, c'est finalement mon management permet-il aux équipes de se sentir autorisées à remettre en question les habitudes et à proposer des alternatives? Est-ce que je les encourage à faire ça? Est-ce que je les encourage finalement pour délivrer une meilleure expérience aux clients à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'elles osent, mes équipes, tester de nouvelles choses? Est-ce que je suis notamment est-ce qu'on est notamment dans une logique de test and learn, où on va tester des petites choses nouvelles et regarder comment ça réagit? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une logique de on continue à dérouler comme d'habitude et on suit à la lettre ce qui est écrit et ce qu'on est censé faire? Et enfin, quel est son rapport à l'erreur? C'est-à-dire, si l'on veut commencer à développer cette dynamique de test and learn, où on va tester de nouvelles choses au service du client, il est nécessaire de créer un environnement où dans lequel les collaborateurs se sentiront autorisés à échouer et verront l'échec comme étant quelque chose de positif qui aide à avancer. Voilà, finalement, ce qui se pose derrière ce point de cette caractéristique-là, le management qui libère l'initiative, c'est la transformation finalement du rôle du manager et de la représentation qu'ont les managers de leur rôle. Souvent, les managers, quand on les interroge sur « vous servez à quoi au sein de vos équipes », vous répondent moi, ma valeur ajoutée en tant que manager, c'est de donner des solutions aux équipes pour s'améliorer et de contrôler l'application. Là, on est dans un rôle qui diffère un petit peu. Finalement, le rôle du manager qui souhaite libérer l'initiative, il consiste plus à problématiser, à encourager finalement l'émergence de pistes de solutions de la part des équipes et à encourager finalement le test à petite échelle de ces solutions pour voir laquelle réussit le mieux et ensuite à organiser la capitalisation. C'est un vrai changement fondamental de posture du manager. Le troisième sujet et la troisième caractéristique d'un management qui permet de développer la culture client, c'est qu'il contribue au développement des compétences relationnelles et émotionnelles. Alors, je vous propose de revenir quelques instants sur des exemples finalement de pratiques managériales qu'on trouve pas mal en entreprise et qui sont des pratiques qui sont plutôt des pratiques positives, mais qui peuvent être contre-productives si on souhaite développer cette aptitude à chausser les lunettes du client. Exemple de pratique donc d'accompagnement. Je me mets à côté de mon collaborateur qui est en interaction, par exemple, avec le client ou qui est en train de réaliser une tâche. Et puis, on la débriefe ensemble. Et on va la débriefer généralement sur la base d'une grille de lecture qui porte plutôt sur des gestes. C'est-à-dire, est-ce que mon collaborateur a accueilli en disant « Bienvenue chez Assemis » Est-ce qu'il a posé des questions ouvertes pour comprendre, pour découvrir le besoin du client Est-ce qu'il a reformulé le besoin du client, etc. On est sur une approche là qui va permettre de travailler des compétences techniques, donc de faire de bons techniciens de la relation client, mais qui ne permettront pas nécessairement de développer les compétences relationnelles et les compétences émotionnelles, les compétences comportementales, autrement dit les soft skills. Une autre approche possible pour aider les collaborateurs à développer leurs soft skills, ça va être de reprendre le même contact client, mais de le débriefer sous un autre angle, de le débriefer sous l'angle du ressenti client. À ton avis, qu'est-ce que le client a ressenti pendant cette interaction et pourquoi est-ce qu'il a ressenti ça? Ce type de débriefing, cette manière de faire du feedback, cette manière de réfléchir à ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné dans le cadre d'un contact client, va permettre finalement de développer l'empathie client et va permettre de développer le réflexe de se questionner systématiquement sur qu'est-ce que j'ai fait ressentir au client avant de se questionner sur qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, ça c'est un exemple
de pratiques qu'on peut assez facilement mettre en place au sein des équipes pour développer les compétences relationnelles et émotionnelles. Et c'est valable dans le cadre de la relation client, mais c'est aussi valable pour des collaborateurs qui ont des activités de back-office. Voilà. Autre question qui se pose derrière le développement des compétences relationnelles et émotionnelles, c'est quel est le moteur de l'équipe aujourd'hui? Est-ce que le moteur de l'équipe est plutôt l'envie ou plutôt le devoir? Autrement dit, est-ce qu'on est plutôt sur une logique où les collaborateurs agissent vis-à-vis du client selon un cadre donné parce qu'ils savent que s'ils sortent du cadre, ça va leur tomber dessus? Ou est-ce qu'ils agissent parce qu'ils ont envie de faire vivre quelque chose de différent aux clients? Ça pose toute la question des leviers de motivation qui sont actionnés par les managers. Est-ce qu'on active des leviers de motivation extrinsèques, plutôt le bâton et la carotte, ou plutôt des leviers de motivation intrinsèques? Là, on commence à voir arriver ce qu'on appelle la posture de manager-coach et cette posture-là, ce volet du management est un volet clé si on veut construire un management qui permet qui contribue à développer la culture client. Et puis la dernière conviction, mais ça je vais en parler très peu parce que je crois que Maxime a prévu d'en parler un petit peu plus, c'est l'alignement et la symétrie. Globalement, on arrivera finalement à développer ce réflexe de chausser les lunettes du client qu'à deux conditions. D'une part, à condition que finalement tout ce que l'on fait toute la journée, y compris quand on est sous tension, donc en période aussi de crise, tout ce qu'on fait est cohérent finalement avec les messages que l'on passe autour du client. Donc travailler sur cette cohérence et se poser systématiquement la question après un acte de management, tiens, dans cet acte de management-là, quel message implicite j'ai passé à mes équipes autour du client, autour de la permission qu'ils ont de tester de nouvelles choses, etc. Est-ce que je n'ai pas passé des contre-messages? Ça, c'est clé pour contribuer au développement de la culture client. Et puis, le deuxième point, c'est la symétrie. Est-ce que, finalement, mon équipe sent qu'on lui porte un intérêt qui est à la mesure de celui qu'on lui demande de porter au client? Parce qu'il est très difficile de développer l'attention qu'on porte à quelqu'un si soi-même on ne sent pas qu'on lui porte la même attention. Voilà pour ce qui est de nos convictions sur les caractéristiques d'un management qui contribue à développer la culture client. Alors aujourd'hui, on voit bien finalement que c'est un nouveau modèle de management qui est inventé. Et globalement, ce nouveau modèle, on le voit émerger depuis une dizaine d'années un petit peu partout. Alors au départ, c'était des étoiles filantes. Il y en avait 1, 2, 3. Et puis, on les voit de plus en plus apparaître, ces nouveaux modèles de management, dans les blogs, dans les articles, etc., etc. Je vais vous donner quelques exemples d'entreprises qui communiquent beaucoup autour de ces nouveaux modèles de management. Vous avez Casino, par exemple, qui travaille sur le management bienveillant, ou Favi, qui travaille sur l'entreprise qui croit que l'homme est bon. Au passage, je vous encourage à aller sur le site de Favi. Ils ont des fiches techniques sur les caractéristiques du management, d'un management plus humaniste qui est très, très intéressant. Donc, ces nouveaux modèles, ils développent un management qui est plus humaniste, plus centré sur la personne, plus centré sur les collaborateurs. Vous avez Maïf qui développe le management par la confiance ou Decathlon qui travaille sur le management responsabilisant. Donc, ces nouveaux modèles de management, ils sont plus confiants dans les équipes et du coup, ils laissent plus de marge de manœuvre aux équipes. Et enfin, vous avez l'exemple HCL qui est incarné par son célèbre patron Vinit Nayar avec la pyramide inversée. Ces nouveaux modèles de management, ils créent aussi une autre dynamique d'entreprise. C'est la notion de servant management, c'est-à-dire le manager qui est au service des fronts. En fait, toute l'idée de la pyramide inversée, c'est que la création de valeur est portée par les gens qui sont au plus près du client
et que finalement l'ensemble de l'entreprise, y compris le management et à tous les niveaux, doit se mettre au service de ceux qui créent de la valeur. Voilà, c'est le modèle de la pyramide inversée. C'est un modèle que l'on voit apparaître de plus en plus fréquemment dans les entreprises qui cherchent à développer leur culture client. Alors, chez Orange, nous avons aussi travaillé sur un nouveau modèle de management. Ce modèle, il s'appelle le management par l'intention. Pourquoi management par l'intention? Parce qu'en fait, il met au centre de l'action des équipes non pas les actes, mais bien une intention, celle d'améliorer l'expérience du client, et il libère finalement l'initiative sur les moyens d'arriver à générer cette expérience client. Et du coup, Maxime, je te passe la parole pour partager cette grande aventure et les enseignements que tu as. Merci Nathalie, rebonjour à tous. Alors effectivement, je vais tenter de vous résumer une aventure qui nous a porté pendant un peu plus de 4 ans et qui continue à nous porter aujourd'hui au sein d'Orange, le fameux management par l'intention, mais vous verrez, il n'y a peut-être pas que ça. Et puis je vais essayer de l'illustrer par quelques propos qui, je l'espère, vont pouvoir aussi vous inspirer en termes de mise en œuvre très pratique. Alors déjà, pour refaire l'histoire, le management par l'intention est déjà né finalement à l'aube d'un nouveau plan stratégique que l'on a lancé en 2015 au sein d'Orange et qui faisait la part belle, encore plus que les plans stratégiques précédents, finalement, à l'expérience client, puisque on parlait, nous, à l'époque, en tout cas dans ce plan stratégique, d'expérience incomparable qu'il fallait impérativement pour nous rechercher auprès de nos clients, mais aussi auprès de nos salariés, pour faire écho à ce que tu indiquais, Nathalie, sur cette nécessité de travailler la symétrie des attentions. Et il y a quelque chose de nouveau également qui a été posé à ce moment-là. On travaillait beaucoup l'expérience client au travers d'accompagnements qui étaient proposés à l'ensemble des forces de vente, mais aussi des managers, au travers, comme tu le décrivais Nathalie, surtout des gestes métiers, des gestes techniques qui permettaient finalement de travailler cette relation client. Et la nouveauté dans ce plan stratégique, finalement, c'est qu'on va chercher à développer une relation de confiance dans la durée avec l'ensemble de nos clients autour d'un élément clé qui est finalement le fait de générer de l'émotion et de la recommandation. Voilà. C'est véritablement ça qui a drivé toutes nos réflexions autour de l'expérience client, en tout cas dès le début de ce plan stratégique, et qui nous a incité finalement à justement essayer de réinventer cette relation client. Et puis il y a la notion qui était aussi extrêmement présente dans ce plan stratégique, il l'est toujours aujourd'hui, qui était effectivement l'idée de construire ce modèle d'employeur un peu digital et humain, ce qui finalement nous indique que cette relation client, elle prend bien évidemment tout son sens dans la nature de la relation humaine que l'on peut avoir en contact avec notre client, mais c'est aussi une expérience qu'on va chercher à développer au travers des canaux digitaux, et on le voit dans le contexte actuel, ils ont toute leur place. Donc ça, c'était le plan stratégique, et pour le résumer au mieux, finalement, je crois qu'on peut reprendre une phrase de notre président à l'époque, Stéphane Richard, qui nous indiquait finalement les choses suivantes et qui nous donnait un petit peu la ligne à suivre. Et ça va faire partie notamment des convictions que je vais vous partager là, ou en tout cas des clés de succès par rapport à cette démarche-là, les clés qui ont fait certainement le succès de cette démarche. La première chose, c'est qu'effectivement, c'était totalement incarné par notre président. Tu as parlé d'alignement, Nathalie, et je crois que c'est un élément extrêmement important. Il posait les bases finalement d'une culture managériale très claire, autour de cette notion de confiance que tu as évoquée, autour de la nécessité de développer les coopérations, et on le voit aujourd'hui, c'est encore très vrai, de la prise d'initiative de la part de l'ensemble des collaborateurs d'Orange pour pouvoir effectivement faire vivre cette expérience client incomparable qui parfois pourrait nous amener à sortir un petit peu de nos carcans ou des process que l'on pourrait établir dans ce domaine-là, à expérimenter évidemment, et puis surtout à accompagner l'ensemble de notre ligne managériale pour pouvoir relever ces défis. Et lorsqu'on part de cette conviction-là de la part de notre président, on se dit que nous, finalement, on va la décliner en 3 éléments. Le premier, qui est extrêmement important, c'est finalement véritablement, comme tu l'as dit Nathalie, pour travailler cette expérience client incomparable, pour faire vivre cette expérience à nos clients, il est impératif
à tous les niveaux de l'entreprise, de faire en sorte que finalement cette expérience soit aussi vécue par les salariés. Et donc la nécessité forcément pour nous d'essayer de réinventer cette relation manager-managé que l'on a évoqué très largement. Ça, c'est le premier point, c'est de se dire, on a vraiment pris le prisme de se dire que le manager était certainement la clé de voûte de ce plan stratégique par rapport au développement de cette relation client. Le deuxième élément important, c'était aussi finalement de se dire, et ça c'était une conviction forte qu'on a eue dès le départ et qu'on a tenue jusqu'au bout et qu'on tient encore aujourd'hui, qu'il fallait avoir une démarche qui engageait l'ensemble de la ligne managériale à tous les niveaux de l'organisation et dans tous les métiers, c'est important, mais qu'il l'engageait surtout dans son environnement, à la fois dans son environnement métier, afin de pouvoir contextualiser finalement cette expérience client, mais également au sein de leurs collectifs managériaux. Et ça, c'est important. Je prends souvent l'image pour expliquer en fait cette conviction-là, vous savez, du fameux puzzle, lorsqu'on enlève une pièce pour pouvoir aller la former ailleurs de façon individuelle, elle se déforme forcément en formation. Lorsqu'on essaie de la remettre sur le plan, elle n'a que elle doit forcément reprendre sa forme d'origine pour pouvoir retrouver le tableau qu'elle avait dans lequel elle était. Et donc cette image-là, c'est simplement pour dire qu'on ne pouvait pas engager une démarche d'accompagnement managérial qui soit uniquement individuelle. Et il nous fallait impérativement changer tout l'écosystème des collectifs managériaux, et c'est la raison pour laquelle l'ensemble du programme dont je vous parlerai tout à l'heure que nous avons déployé adressait l'ensemble des collectifs managériaux dans leur contexte métier. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis enfin, une clé de réussite également, c'est qu'on n'opère pas une telle transformation que tu as très largement détaillé, Nathalie, en quelques semaines, en quelques mois. On l'a débuté fin 2015, début 2016. Nous y sommes encore aujourd'hui et donc on a décidé d'inscrire cette transformation dans la durée avec des programmes d'accompagnement de notre ligne managériale qui se sont échelonnés dans le temps, pour pouvoir à la fois aussi, et je crois que c'était aussi important, totalement incarner dans notre accompagnement tout ce que tu as décrit, Nathalie, à savoir notamment le fait de se dire qu'il fallait forcément permettre aux managers d'être dans l'initiative, d'expérimenter, de capitaliser sur leurs réussites, mais aussi sur leurs erreurs. Et ce programme avait vocation effectivement à pouvoir les accompagner dans la durée pour qu'ils puissent finalement expérimenter et progresser à leur rythme. Donc ça, c'était les convictions fortes que l'on a posées dès le départ en 2016 pour pouvoir travailler notre programme d'accompagnement. Ce programme d'accompagnement, pour le résumer, excusez-moi, je suis passé un petit peu vite. Ce programme d'accompagnement, finalement, il actionne plusieurs leviers. Il y a un premier élément qui nous paraissait extrêmement important, c'était effectivement de poser finalement des repères communs, ce qu'on a appelé une boussole commune finalement pour développer cette fameuse symétrie des attentions. On a posé le principe que l'on a appelé le principe des 5 toujours. L'idée là en fait c'était finalement d'illustrer ce que l'on allait chercher à faire vivre en termes d'expérience aux clients, mais aussi à l'ensemble de nos salariés au travers de ces 5 toujours. Ces 5 toujours, ils sont extrêmement simples. Ils ne décrivent absolument pas, je vais vous les décrire, mais ils ne décrivent pas la façon dont il faut opérer pour pouvoir effectivement développer cette relation client incomparable ou cette relation salarié. Mais par contre, ils posent le cadre des incontournables. Ces incontournables, donc, ils sont au nombre de 5. Je vous les cite, les 5 toujours chez nous, c'est toujours le bienvenu, faire en sorte que le client se sente toujours écouté, qu'il se sente aussi toujours pris en charge, toujours conseillé au mieux de ses intérêts et enfin, toujours sûr de bénéficier d'une solution efficace. Quand on pose ce canevas, en fait, des 5 toujours, comme je vous l'indiquais, on ne décrit pas la façon de le faire. Et c'est là où finalement, chaque collaborateur, chaque manager va avoir toute la liberté de pouvoir finalement l'exprimer dans son périmètre, l'expérimenter. Le deuxième point du programme qui nous paraissait aussi essentiel, au-delà de ce repère-là, c'était effectivement d'avoir un programme d'accompagnement managérial extrêmement complet. Et ce programme managérial, finalement, il va s'appuyer sur 3 axes majeurs.
Le premier, c'est effectivement de pouvoir adresser un certain nombre de thématiques et d'apporter une forme de connaissance d'un certain nombre de sujets qui adressaient des sujets que vous connaissez très bien aujourd'hui. Je vais en citer quelques-uns. On va avoir les notions de feedback, on va avoir les notions de délégation, etc. Donc, on a quand même fixé un cadre. Finalement, alors pas un cadre, mais en tout cas, on a apporté un certain nombre d'éléments aux managers pour qu'ils puissent se questionner autour de thématiques qui étaient très importantes. Ce que je ne vous ai pas évoqué, c'est qu'on adressait des thématiques qui étaient assez profondes, hein, puisqu'on parlait d'émotions dans le cadre de ce programme-là. Et donc, on a beaucoup travaillé sur les notions de croyances qui impactent la capacité des managers ou même des collaborateurs à pouvoir agir librement. Savoir identifier quelles sont ces croyances limitantes qui ne lui permettent pas de prendre certaines initiatives, par exemple. On a beaucoup travaillé dans ce programme autour de l'empathie client bien sûr, mais l'empathie également vis-à-vis des salariés. Les notions de feedback, je l'ai indiqué. Et puis, une thématique extrêmement forte qui a pris toute sa place dans la crise que l'on vit aujourd'hui, en tout cas, qui est la notion d'initiative, hein, comme je vous décrivais précédemment, et adossé à cette notion d'initiative, la nécessaire obligation de donner le droit à l'erreur, hein, pour pouvoir effectivement apprendre et progresser. Donc, des apports dans toutes ces thématiques-là, ça nous paraissait déjà un élément important. Le deuxième élément important, c'était finalement, une fois qu'on avait livré toute cette matière à l'ensemble de nos managers, eh bien, il s'agit de les mettre en intelligence collective et de les faire réfléchir collectivement sur la façon dont ils souhaitaient finalement opérer ces changements dans leur contexte, en fonction de leur maturité, en fonction de leurs envies, de leur dynamique. Il fallait que ça colle véritablement à leurs besoins, à leurs envies et à leurs motivations. Donc, cette intelligence collective avait pour vocation aussi à fédérer des collectifs autour de ces enjeux de transformation-là. Et donc là, on s'est beaucoup appuyé sur des coachs et des facilitateurs dont je vous parlerai tout à l'heure, qui ont développé de grandes compétences dans ce domaine de l'animation d'intelligence collective, qui aujourd'hui nourrit aussi beaucoup notre transformation. Et puis enfin, des notions de coaching collectif pour pouvoir adresser les trois dimensions, hein, l'apport, la réflexion collective et puis après derrière aussi l'accompagnement de l'ensemble de ces collectifs au travers notamment, et ça c'est clé dans la réussite de ce programme-là, des retours d'expérience qui permettent de capitaliser et d'ancrer sur les pratiques et sur les progrès opérés dans ce domaine-là. Voilà. Donc le programme, il visait finalement dans la durée, vous l'avez compris, à adresser ces trois approches-là de façon séquencée dans le temps pour qu'elles soient les plus efficaces possibles. Et puis enfin, le troisième élément clé du programme que l'on a mis en place, c'était finalement qu'on a cherché à créer, et je pense qu'on a assez bien réussi, un écosystème apprenant qui a vu naître finalement un certain nombre de rôles et de rituels. On a, par exemple, créé de toutes pièces à l'époque finalement un réseau de facilitateurs qui avait pour vocation effectivement à pouvoir, et je sais que certains sont sur le pont, je les salue, de pouvoir effectivement créer ces conditions d'accompagnement ou du changement de l'ensemble des managers au plus près de leur métier et de leurs préoccupations. Et pour ça, il nous fallait forcément des acteurs internes chez nous qui prennent le sujet et qui prennent le sujet de l'animation de l'intelligence collective. Ça a été le rôle de ces facilitateurs qui ont œuvré pendant près de 4 ans au travers de centaines et de centaines d'ateliers qu'ils ont animés pour pouvoir effectivement aider les managers collectivement à réfléchir à tous ces enjeux de transformation qui étaient les leurs et à pouvoir effectivement opérer des changements visibles sur leur posture managériale. Les communautés managériales qui existaient se sont aussi beaucoup développées pendant cette époque-là et sont aujourd'hui très présentes chez nous. Et elles permettent véritablement d'entretenir cette dynamique de changement. Parce que finalement, c'est aussi une conviction forte que l'on avait posée, hein, ce changement-là, il est perpétuel. Hein, on ne se dit pas qu'on se transforme une bonne fois pour toutes et qu'on n'a plus nécessairement besoin de se remettre en question par rapport à son management, même si on a un certain nombre de repères sur ce sujet-là, il y a nécessairement l'obligation de se remettre en question en permanence. Et ces communautés managériales ont une vraie vocation à pouvoir inspirer le management sur ces réflexions-là et à entretenir ces dynamiques de transformation continue. Et puis, il y a un troisième volet qui était extrêmement important, qui est toujours extrêmement présent chez nous,
c'est que c'est très bien de réinventer, mais finalement, comme je vous décrivais, et pas seulement celles qui sont face aux clients, hein, ça c'est aussi un élément extrêmement important. Il nous paraissait aussi extrêmement important de développer toutes les formes de relations qui pouvaient exister au sein d'Orange et toutes les formes d'interaction qui pouvaient exister avec l'ensemble des acteurs et pas uniquement des managers et des managers. Et c'est la raison pour laquelle on a construit un programme très simple qui tourne autour de la qualité relationnelle pour tous et qui visait finalement à faire vivre dans toutes nos interactions toutes ces émotions et toute cette qualité relationnelle qui est indispensable lorsque effectivement on a un collaborateur qui est face au client. Et donc, du coup, ce programme-là, Qualité relationnelle pour tous, avait pour vocation, effectivement, à fluidifier en interne l'ensemble des interactions que l'on avait, avec un principe extrêmement important, qui était de se dire, finalement, ce qui se vit à l'intérieur de l'entreprise se verra nécessairement à l'extérieur de l'entreprise. Et ça concourt évidemment à développer cette expérience client incomparable. Ou pour le dire autrement, ce ne sont pas seuls ceux qui sont au contact du client qui développent cette relation incomparable, il faut nécessairement qu'elle soit très présente au sein de l'entreprise. Voilà pour ce programme détaillé que l'on a mis en place et qui nous a animés pendant les 4 années qui viennent de s'écouler et qui vont continuer à nous animer dans les années à venir, mais j'y reviendrai. Alors, on parle souvent de résultats et je vais vous indiquer un petit peu où est-ce que l'on en est aujourd'hui dans ce programme-là. On a quand même quelques belles réussites et j'ai voulu vous en illustrer un certain nombre ici pour vous donner envie finalement d'en savoir aussi un petit peu plus sur ce programme. Il y a peut-être un principe aussi de base qu'il faut que je vous pose, c'est que ce programme-là, contrairement à certains programmes dans le passé, n'avait aucun caractère obligatoire. Nous avons cherché effectivement à faire en sorte que ce soit l'envie de changer, qui soit finalement le moteur de la transformation managériale. Et donc, n'étant pas obligatoire, on a quand même réussi aujourd'hui à atteindre une grande majorité de nos managers, un peu plus de 2/3 sur notre périmètre d'Orange France, puisqu'on a plus de 4200 managers qui se sont engagés dans ce programme qui les a amenés finalement à se transformer dans la durée. Et ça, c'est une vraie réussite. Et je crois que c'est certainement le meilleur indicateur de réussite de ce programme-là, c'est de se dire que finalement, de façon extrêmement volontaire, on a plus de 4200 managers qui se sont embarqués dans cette démarche de transformation. Deuxième clé de réussite pour moi, c'est, je vous ai parlé des facilitateurs tout à l'heure, nous avons fait appel en interne à des, je vais les appeler comme ça et c'est absolument pas péjoratif, des personnes, des bénévoles qui finalement, en plus de leur métier au quotidien, ont pris ce rôle-là à cœur, se sont engagés dans la durée, ont développé de fortes compétences dans l'animation de collectifs et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on peut compter sur un peu plus de 400 facilitateurs sur l'ensemble du territoire qui sont répartis et qui continuent à faire vivre au quotidien la transformation managériale et qui sont extrêmement actifs. Et donc ça, c'est aussi une vraie réussite de voir qu'on a ces collectifs-là qui se sont créés, ces rôles-là qui se sont mis en place et qui sont des acteurs majeurs de la transformation managériale au sein de l'entreprise. Ça nous permet aussi d'avoir une certaine forme d'autonomie dans l'accompagnement de cette transformation managériale qui aujourd'hui nous permet de faire face notamment aux enjeux qui sont en lien avec la crise, pour ne citer que cet exemple-là. Ils nous ont permis, ces facilitateurs, d'être au contact des managers, au contact du terrain. Et du coup, grâce à eux, nous avons pu identifier de nouvelles thématiques que nous avons adressées et qu'ils ont pu co-construire avec nous au travers d'ateliers d'intelligence collective qui ont vu le jour depuis et qui continuent finalement à entretenir cette dynamique de transformation dans la durée, voilà, au-delà de celle que l'on avait posée au départ. Et c'est important parce que ça permet de répondre à un réel besoin issu du terrain, issu des managers, lié à leurs problématiques quotidiennes. On en a une en ce moment, je pense que c'est le cas pour vous et c'est le cas chez tout le monde, qui consiste finalement à accompagner les managers dans leur capacité à pouvoir manager à distance. Et bien typiquement, ce sont ces facilitateurs qui sont à la manœuvre et qui sont en capacité de pouvoir accompagner les collectifs dans ce domaine-là. Je vais vous citer quelques exemples de changements de pratiques managériales, parce que c'est véritablement cela que l'on visait au travers de ce programme-là, bouleverser un petit peu les pratiques managériales.
Je vous en ai cité quelques-unes, elles sont assez illustratives finalement des enjeux qui étaient les nôtres. On en a certaines autour, effectivement, qui vont tourner autour de la mise en place d'objectivation remontante. On a pu observer effectivement auprès de certains managers qu'ils avaient mis en place finalement des systèmes de prise d'ambition par l'ensemble des collaborateurs plus que d'objectifs descendants tels que ça pouvait être fait auparavant. On a eu beaucoup d'initiatives autour de la délégation de la réunion d'équipe, qui avait pour vocation effectivement à responsabiliser beaucoup plus chaque collectif dans l'ensemble des coopérations et de la réussite finalement de l'équipe. Et ça, la notion de délégation est certainement une très belle réussite qui aujourd'hui soulage beaucoup les managers d'une part et puis engage beaucoup l'ensemble des collaborateurs dans cette démarche de transformation. On a eu une expérience aussi assez remarquable d'une unité complète, un peu plus de 700 collaborateurs qui ont contribué finalement à l'écriture de ce qu'ils ont appelé la vision valeur de leur unité, de leur raison d'être, une co-construction qui a embarqué véritablement l'ensemble des collaborateurs sur tout le territoire, enfin sur toute l'unité, et qui permet aujourd'hui à ce collectif d'être extrêmement soudé et engagé au travers finalement de ce qu'ils ont posé comme étant leur raison d'être, aidés en cela par les facilitateurs qui ont animé des dizaines et des dizaines d'ateliers pour pouvoir construire cette raison d'être. Je crois que ça, c'est aussi une belle illustration finalement de la prise d'initiative, de l'engagement de chacun et effectivement de ce côté extrêmement remontant de la construction d'une raison d'être et de l'objectif d'une unité. On a eu aussi des 180 degrés qui ont pu se mettre au niveau de certains codires qui faisaient la part belle aussi à la prise d'initiative, mais aussi finalement aux idées que chacun pouvait avoir dans la façon dont on pouvait faire face aux enjeux de performance et de transformation de l'ensemble des codires. Et ça, ce sont de belles réussites qui ont aussi parfois beaucoup de challengés les patrons d'unité, les patrons de département, à l'idée de se dire que finalement, la voie qui serait prise aussi par les collaborateurs n'était peut-être pas celle à laquelle ils pensaient. Et puis, les collaborateurs ont aussi souvent incité le management à se remettre en question par rapport à sa façon de fonctionner. Et ça, c'est extrêmement apprenant et ça permet d'aller plus loin. On a eu aussi toute une démarche autour de l'expérience client qui a été mise en place au sein de collectifs. Et tu parlais, Nathalie, en fait, de faire vivre l'expérience client au cœur finalement des échanges qu'il y a entre le manager et les managers et les collaborateurs. Et là, typiquement, on a pu observer dans beaucoup de business reviews, dans beaucoup de réunions d'équipe, dans beaucoup de briefs d'équipe, finalement des rituels qui débutaient systématiquement par la lecture de verbatim client pour pouvoir s'imprégner véritablement de l'expérience que vivaient les clients dans nos boutiques, auprès de nos services clients, ou en contact avec nos techniciens d'intervention. Et ça, ça change complètement la nature de l'animation de l'équipe qu'ont pu mettre en place finalement les managers. Voilà un petit peu où est-ce que l'on en est aujourd'hui, et de ce programme-là tout au moins, qui avec quelques illustrations finalement des très belles réussites. Et je crois que je vais peut-être appuyer sur une réussite, si tu me permets Nathalie, juste avant de passer à la suite, mais qui est finalement qu'on a réussi profondément à créer un écosystème, une systémique, tu en parlais au tout début Nathalie, une systémique de changement, parce que le changement finalement il s'opère dans la durée et il se réinvente en permanence. Et le management doit se réinventer en permanence pour pouvoir faire face aux défis qui sont les leurs. Et pour cela, avoir un système qui permet effectivement de l'accompagner au quotidien est certainement la plus belle réussite du programme que nous avons mis en place maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Merci beaucoup, Maxime. J'étais en train de répondre à certaines questions qui émergent. Peut-être juste avant de passer aux questions, je vous partage cette information. L'histoire de cette transformation Orange, vous la retrouverez de manière plus détaillée et plus illustrée parce que nous avons eu la chance, et merci à eux, d'avoir le témoignage, de bénéficier du témoignage de certains managers et de certains facilitateurs que vous allez retrouver dans ce livre blanc. Donc, vous retrouverez l'ensemble de cette histoire sur le livre blanc « Le management par l'intention », coécrit par Assemis et par Orange, que vous pouvez télécharger dès aujourd'hui sur Webikeo ou sur notre site assemis.fr.
Voilà, du coup, je vais reprendre les questions qui ont été posées, Maxime, et certaines d'entre elles, je crois, s'adressent plus particulièrement à toi. La première question, introduisez-vous la notion de concurrent dans votre réflexion managériale, que ce soit l'aspect économique, positionnement, prospective, etc. Oui, évidemment, on n'a pas cherché à réinventer notre relation client pour réinventer la relation client. Elle doit répondre effectivement à des enjeux. Je vous rappelle, on est en 2015 et la concurrence est très très forte. Et cette notion de concurrence étant présente, alors on l'a pris sous cet angle-là, en se disant que finalement, nous différencier de la concurrence, pour nous différencier de la concurrence, pardon, on devait prendre finalement le, le, le prisme de cette expérience incomparable. Et que c'était ça qui nous différencierait, pardon, réellement de la concurrence. C'est ça le pari qu'Orange a fait en 2015. C'est toujours le pari que l'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Et donc la notion de concurrence, elle est sous-jacente à cette démarche-là. Hein. On l'adresse pas de façon, je vais dire comme ça, peut-être frontale en tout cas. Hein. On va pas chercher à parler des concurrents. On va surtout chercher à parler de nous et de la façon dont on peut essayer d'améliorer l'expérience. C'est ça le prisme que nous avons eu, en tout cas, et l'intention qui a été la nôtre et qui est toujours la nôtre aujourd'hui. Merci Maxime. Alors, on a aussi pas mal de questions sur les faciliteurs Orange. Alors, vous noterez que ce ne sont pas les facilitateurs, mais les faciliteurs. On devrait déposer une marque déposée Orange. Donc, les faciliteurs sont… Alors, une première question, les faciliteurs sont-ils des managers? Alors, pas nécessairement. En fait, on en a bien sûr hein, qui sont des managers, mais à l'époque où on a cherché à faire du recensement là-dessus, les critères finalement étaient relativement simples. Hein. On a simplement en fait été chercher des personnes qui avaient l'envie de s'engager dans cette démarche, parce que je crois que l'envie c'est une source d'apprentissage extrêmement forte, certainement la plus forte, et d'engagement dans la durée. Hein, qui avaient l'envie, qui pouvaient y consacrer du temps, parce que ça c'est pas neutre non plus. Et quand on voit effectivement tout le temps qu'ils y ont consacré, qu'ils continuent à y consacrer, c'est un engagement qu'il fallait pouvoir prendre. Et donc, du coup, on a simplement mis ces deux critères-là en se disant que pour le reste, on les accompagnerait dans la durée pour qu'ils soient en capacité, finalement, de développer les compétences pour pouvoir faire opérer cette transformation. Ce qui veut dire qu'au final, on a des profils extrêmement variés. Et je crois que c'est aussi ça qui fait la richesse, finalement, de ce collectif-là. C'est qu'on va avoir des managers, on va avoir des RH, on va avoir un peu des personnes qui sont dans des métiers très variés, très différents, des fonctions transverses, des fonctions opérationnelles. Et je crois que c'est ce qui fait véritablement cette richesse-là. Hein. C'est ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui un collectif qui répond au mieux à l'ensemble des enjeux de l'ensemble de la ligne managériale. Voilà. Merci Maxime. Alors, toujours autour de ce rôle de facilitateur, Marie-Estelle demande ce qu'il peut faire, par exemple. Est-ce que tu peux illustrer le rôle d'un facilitateur? Alors, au départ, hein, ce rôle-là, il a évolué dans le temps. Hein. Au départ, ce qu'on pouvait attendre de lui, en fait, c'est qu'il soit en capacité de pouvoir animer les séquences d'intelligence collective et les retours d'expérience. C'était ça son rôle, animer avec tout un synopsis hein, qu'on pouvait leur proposer. C'était ça le rôle de départ. Et il a beaucoup évolué dans le temps, puisqu'on a aujourd'hui des facilitateurs qui sont toujours totalement en capacité d'animer effectivement et qui se sont professionnalisés d'ailleurs dans cette démarche-là, ces collectifs, mais qui sont tout à fait capables aujourd'hui pour certains d'entre eux de concevoir des ateliers d'intelligence collective sur des thématiques données. Ils se nourrissent aussi beaucoup, pour certains d'entre eux, de ce qui peut se faire ailleurs. Donc, ils sont en capacité de pouvoir apporter effectivement un éclairage un peu inspirant à l'ensemble des managers au travers de l'animation de communautés managériales que certains d'entre eux peuvent réaliser. Donc, leur rôle a beaucoup évolué. Ils sont tout à fait capables aussi d'embarquer de nouveaux facilitateurs et de les accompagner dans leur montée en compétences dans la durée. Donc, vous voyez que le rôle, il a beaucoup évolué sur les trois facettes, à la fois animation de managers et de collectifs, à la fois conception d'ateliers d'intelligence collective et de retour d'expérience, et puis à la fois animation de communautés managériales et
et le côté très inspirationnel qu'ils peuvent apporter à l'ensemble des managers pour qu'ils opèrent ces changements-là. Voilà. Merci Maxime. Peut-être une dernière question. Christelle nous demande quels sont les principaux résultats de ce programme de transformation. Avez-vous identifié des difficultés et d'autres expérimentations à entreprendre? Donc, question autour notamment des résultats et des perspectives. Bon, l'histoire des résultats, c'est toujours extrêmement compliqué quand on est dans des programmes de transformation déjà dans la durée et qui ont attrait finalement aux postures et au développement peut-être personnel, même parfois, hein, parce que certains sont allés jusque-là. Pour autant, en fait, on a pu observer, on a quelques capteurs, on a pu observer des choses en interne à certains endroits, puisque de façon annuelle, on réalise un baromètre salarié, on évalue effectivement comment se sentent l'ensemble des salariés sur leur périmètre. Et lorsqu'on était en plein déploiement de ce programme-là, on a pu observer de vraies améliorations comment dire, de la vision que pouvaient avoir les collaborateurs de leur manager et de leur bien-être au quotidien. Donc on a vu de vraies évolutions dans ce domaine-là. On ne peut pas dire que c'est uniquement ce programme qui a influencé cela. Hein. Les liens sont parfois assez complexes à réaliser, mais en tout cas, on a bien senti les choses évoluer. Et puis, je crois qu'on a aussi une très belle évolution qui continue aujourd'hui. Là, encore une fois, c'est peut-être pas lié qu'à cette démarche-là, mais en tout cas, elle y a contribué, c'est certain. C'est qu'on a un NPS client qui est en constante progression. Je crois que c'est ça que l'on vise au final. Donc, voilà pour des résultats peut-être un petit peu plus tangibles. Et puis, votre question m'amène peut-être à faire un peu de prospective ou de nous projeter à l'avenir. En fait, nous, on a la conviction finalement qu'il faut impérativement continuer à développer cet écosystème et cette organisation apprenante avec la mise en place de ces facilitateurs, avec le renforcement de leurs compétences, avec l'identification majeure de ce rôle comme étant un élément de transformation extrêmement prégnant chez nous. Donc il faut que l'on renforce un petit peu tout ça. Et puis je crois, Nathalie, je me permets ça aussi, parce qu'on ne peut pas parler de management sans parler du contexte actuel, que finalement, le contexte de la crise sanitaire que l'on vit là, finalement, nous confirme de nouveau toutes ces intentions que nous avions au départ et toute cette transformation que l'on a opérée, parce que finalement, elle est toujours très d'actualité. Travailler sur la relation manager-manager, sur les émotions, travailler la notion de feedback, travailler la notion de prise d'initiative, d'empathie, etc. Je crois que ce sont certainement les clés de la réussite aussi pour pouvoir faire face aux défis qui sont les nôtres en ce moment, avec un management un peu chahuté actuellement, notamment avec la notion de distance. Donc je crois que finalement, ça nous conforte encore plus sur les orientations que l'on a prises dans la construction de cet écosystème, d'une part, et dans la réaffirmation de cette intention d'amener nos managers et les managers finalement à réinventer leurs relations. Merci Maxime. Alors peut-être une toute dernière question. Alors je suis navrée, je les prends du coup un petit peu dans le désordre. On n'aura probablement pas le temps de répondre à tout. Est-ce que le président s'adresse régulièrement aux collaborateurs sur les valeurs, la culture, et comment la mesurez-vous? Et notamment, est-ce que vous la mesurez à travers le COS, donc le score d'orientation client? Alors, est-ce qu'il s'exprime souvent auprès des salariés? Oui, très régulièrement. En fait, Stéphane Richer est très présent, en tout cas en termes de communication interne et aussi externe. Et il partage très fréquemment, effectivement, toutes ces valeurs-là. Et puis, je crois qu'il y a... je crois que ça me permet de dire que finalement, une clé de réussite aussi, c'est de la continuité. On vient de changer de plan stratégique. On a un nouveau plan stratégique pour les 5 années à venir. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a une vraie forme de continuité dans cette volonté-là d'aller accompagner et transformer durablement le management et l'expérience client, évidemment. Donc oui, bien sûr, il s'exprime souvent et dans la continuité de ce qu'il a engagé dans les différents plans stratégiques successifs. Donc ça, c'est un point qui est important parce que ça apporte un peu de stabilité dans ce monde qui est extrêmement, qui bouge beaucoup.
Mais stabilité ne veut pas dire immobilisme, hein, ça veut dire qu'on continue à se transformer, mais dans une certaine forme de continuité. Et concernant le COS, alors c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place en fait depuis le début de l'année 2020, fin 2019 et début 2020, avec un nouveau programme hein, que l'on a lancé autour de l'expérience client, qui vise à introduire effectivement ces notions-là et aller encore un petit peu plus loin dans cette recherche d'excellence client. Voilà. Donc on commence à l'introduire effectivement aujourd'hui auprès de certains acteurs clés, en tout cas dans cette expérience client, parce qu'on parle beaucoup de relations, on a beaucoup parlé de relations clients, mais il y a toute la dimension qui consiste à offrir aussi les meilleures offres à nos clients et la meilleure expérience, quelle qu'elle soit et quel que soit le canal de communication. Donc ça veut dire que on a d'autres acteurs engagés dans cette transformation et c'est ce que l'on fait naturellement avec un autre programme qui embarque le COS. Oui. Merci beaucoup, Maxime. Bon, je vois on a dépassé de 5 minutes l'heure limite. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. On va regarder si on a la possibilité d'y répondre a posteriori et de vous envoyer la réponse par mail aux questions qui n'ont pas trouvé leur réponse. Il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous y aurez trouvé des réponses à certaines de vos questions. N'hésitez surtout pas à aller télécharger le livre blanc sur le management par l'intention parce que vous y trouverez certainement un certain nombre de précisions et peut-être des réponses à des questions que vous vous êtes posées, que vous avez posées sur le chat et que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer pendant ce webinaire. Il me reste à vous souhaiter un excellent appétit à tous et une très bonne très bonne suite de journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.